Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Chers amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Il faudrait que les amis et les compatriotes d'Afrique qui nous suivent connaissent très bien notre mécanisme. Lorsque nous venons à la Cour pénale internationale de La Haye pour manifester, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de suivre le procès pour voir comment les choses évoluent, comment le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont défendus. Mais le second objectif, c'est de marquer le coup de la mobilisation pour démontrer à la face de la planète que le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé sont indispensables pour la Côte d'Ivoire. Donc, comme on ne peut pas venir à La Haye et puis repartir chez nous sans savoir ce qui s'est passé à La Haye, j'ai la mission de vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vrai que... Merci maman. C'est vrai que je ne suis pas le seul à intervenir. Donc parfois, ce que je fais, je suis en train de vous préparer. Pour vous dire que, en 8 ans, on a fait le même exercice. Et ça a payé. On ne raconte pas n'importe quoi. On ne raconte pas des choses pour vous faire plaisir. Mais on vous donne les raisons, on vous donne les faits. Et puis on vous dit que Laurent Gbagbo est sur la route pour Abidjan. Comme je n'étais pas seul au procès, d'ailleurs, pourquoi est-ce que nous faisons ce compte rendu là? Parce qu'en réalité, si c'était une injustice, si nous ne faisions pas de compte rendu, parce que tous nos parents que nous avons laissés à Paris, en Côte d'Ivoire, partout, ils suivent le procès en direct. Mais nous sommes là dans le froid pour soutenir nos compatriotes. Donc il est bon que ceux qui ont assisté au procès viennent vous dire, chers amis, mais il y a des raisons d'espérer quoi. 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 Donc aujourd'hui, j'ai sorti un papier. Mais j'ai promis à Paco Zegbe de ne pas trop durer. Voilà. Donc, j'ai 4 points. Mais chers amis, vous avez un peu de chance. C'est que Dieu m'a fait grâce, je suis enseignant. Voilà. Donc, en tant qu'enseignant, quand j'explique quelque chose, c'est que celui qui n'est même pas au cours va comprendre ce qui s'est passé. Alors, l'audience de ce matin, elle va reprendre tout à l'heure. Il y a 4 points. 4 points. Alors, bien. Lorsque nous sommes arrivés, en ce qui me concerne, avec le président Pascal Logbo, lorsque nous sommes arrivés dans la salle d'audience, les avocats du président Laurent Gbagbo avaient fini de s'exprimer. Non, ne dites même pas oh là là, parce que en réalité, c'est pas l'intervention des avocats du ministre Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo qui sont importants aujourd'hui. Ce qui était important à écouter, c'est que veut le procureur au juste? Que veut le procureur au juste? Donc, en la vérité, nous sommes arrivés au bon moment. Donc, les 4 points. Oh, merci. Merci, maman. Merci, maman. Oui, il y en a qui le disent, petite parenthèse. Il y en a qui disent que nos interventions, regardez très bien, nous sommes des responsables. Nous sommes des leaders d'opinion. Nos parents sont morts. Nos parents ont été blessés dans leur chair. Donc, quand on vient ici et qu'on prend le micro, on a aussi quelque part la mission de les rassurer, de les consoler, de les apaiser. Parce que le combat a été long. Le combat a été long. Et ça, pendant 8 ans,
Si des pères et des mères, on ne les avait pas consolés, vous avez vu que les AVC ont grimpé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour rien. Donc, ces parents malades-là, j'ai le médicament en 4 points. Voilà. Bon. Le premier point. Le premier point. C'est-à-dire quoi? On rappelle quelques dates. Le 15 janvier 2019, la Cour pénale internationale, à travers le tribunal de première instance, présidé par le juge italien Cuno Tarfusser, contre toute attente, contre tous les plans de tous les blancs, de tous les occidentaux, de tous les impérialistes, le juge Cuno Tarfusser a prononcé, nous-mêmes à notre grande surprise agréable, l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Albert Goudé. Comme je dois aller un peu vite, je ne vais pas rappeler les circonstances. Mais c'était quand même intéressant. Parce que le juge, en prononçant l'acquittement, il a surpris tout le monde. Habituellement, quand il doit sortir une décision, les juges informent d'abord toutes les parties. C'est-à-dire que la décision, là, il la rédige et puis il la leur donne. Mais ce jour-là, il n'a pas donné la décision et il a surpris tout le monde à l'audience le 15 janvier 2019. Bon, on connaît la raison. On sait pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce que, souvenez-vous, le 14 décembre 2018, il y avait une fausse rumeur qui avait couru à travers le monde pour dire que le président Laurent Gbagbo avait obtenu une liberté provisoire. Vous vous souvenez de cela? Ouais. Et tout Abidjan avait crié. Et donc le juge, pour éviter que cela ne se répète, il n'a pas informé toutes les parties et il nous a tous surpris le 15 janvier 2019. Le procureur n'était pas d'accord. Le juge a dit, s'il n'est pas d'accord, revenons le lendemain. Et on est allé dormir et le lendemain, on est revenu et le juge a confirmé. C'est pas Serge Kassi qui va me dire le contraire. Bon, je sais que il y en a qui... Voilà. Chers amis, lorsque le juge proclame l'acquittement, en droit, un acquittement équivaut à une libération immédiate. Et d'ailleurs, le juge avait prononcé la libération immédiate et totale. Malheureusement, il s'est passé quelque chose. Du 16 janvier 2019 jusqu'à ce qu'on se retrouve le 1er février 2019. Et ce 1er février-là, le président Laurent Gbagbo a été libéré sous caution avec le ministre Albert Goudé. Pourquoi je vous rappelle ces faits? Parce que dans le premier point, il faut démontrer que depuis ce 1er février 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a des éléments nouveaux, il y a des circonstances nouvelles qui obligeraient les juges d'appel à revoir les décisions, laquelle avait mis le président Laurent Gbagbo sous condition. C'est-à-dire que si depuis lors il ne s'est rien passé, pourquoi voulez-vous qu'on enlève les mesures de contrainte? Oui, c'est très important de le dire. Donc, le premier point que je vous développe, c'est que le procureur estime que le président Laurent Gbagbo et le ministre Albert Goudé doivent toujours rester sous condition. Pourquoi? On a été surpris ce matin et je vais vous surprendre. Il dit, vous connaissez l'argument, hein? Il y a les risques de fuite. Si le président Laurent Gbagbo sort, il va fuir. Alors, bon, et quand il dit ça, dans la salle, nous tous on murmure. Deuxième argument, il nous dit que le président Laurent Gbagbo a des réseaux. Le président Laurent Gbagbo a des réseaux. Et que ces réseaux sont capables d'agir pour empêcher qu'il ne se représente s'il y avait appel. Et ce matin, je vais surprendre certains amis, notamment Steve Biko et autres, et mon frère et ami, le président Stéphane Kipré, parce que, tenez-vous bien, parmi les réseaux, le procureur cite, il y a le FPI, c'est un parti puissant, et puis en plus, le président Laurent Gbagbo, il y a une coalition, ça veut dire que nous-mêmes on est à la salle et puis on a sursauté. Ah, donc nous-mêmes on fait partie du réseau du président Laurent Gbagbo, pouvant comploter pour le faire fuir. Et puis le procureur a osé dire
il y a aussi son gendre. C'est un homme d'affaires. Et puis, ce monsieur, il a des relations. D'ailleurs, même c'est un de ses partisans, un partisan de son gendre-là, qui a lancé un appel pour que devant la cour, il y ait du monde pour contester le jugement de ce matin. Alors, je vous le dis parce que on a été surpris. On a été surpris. Et si donc, les non apparaissent dans un procès à la Cour pénale internationale. Waouh! 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 Et puis, bon, c'est vrai qu'en parlant du président Stéphane Kipré, il se donne un autre argument en disant, d'ailleurs, le président Stéphane Kipré même, par le régime d'Abidjan, il a fait l'objet d'une accusation, d'une tentative de stabilisation. Vous vous rappelez la partie où on lui avait donné le mandat d'arrêt international, là, dans une procédure avec le frère Damana Picasse, vous vous rappelez? Voilà, donc le juge rappelle toutes ces choses-là pour dire que tous ces gens autour du président Laurent Gbagbo sont là. Dès qu'il sortait, on va l'empêcher de se représenter au procès. Voilà des arguments minables comme ça, d'une petitesse juridique. Voilà. Donc, chers amis, je vous ai rappelé cela. Retenez que, selon le procureur, les arguments qui font que le président Laurent Gbagbo doit toujours demeurer en condition, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est que d'abord il peut fuir, ensuite il a des réseaux, et puis il est soutenu, il a des partisans. Donc c'est un danger si on lui permettait de quitter la prison, en fait, c'est d'avoir tous ses droits. Deuxième argument, et je vais finir rapidement. Le deuxième argument, c'est lequel? Le deuxième argument, c'est que le bureau du procureur, parce que Mme Bensouda n'était pas là. Par contre, le président Laurent Gbagbo était là. Le ministre Blé Goudé lui-même était là également. Alors, le bureau du procureur prend la parole pour dire, messieurs les juges, nous sommes là pour vous confirmer que la procureure a toujours l'intention de faire appel. L'intention de la procureure n'ayant pas changé, ce qui avait prévalu le 1er février, et puis vous avez donné les contraintes, vous devez reconsidérer ça, vous devez toujours garder les mêmes contraintes parce qu'on avait demandé les conditions pour éviter que, pour empêcher que les deux accusés ne soient absents lors de leur procès en appel. Donc comme nous insistons pour dire qu'on va faire appel, donc vous devez continuer de garder les deux personnalités en prison. Maintenant, là où va se passer le piège, parce que je ne vais pas reprendre les points, donc en même temps que je vous évoque les points, je vous évoque les failles de ces points-là. Pourquoi on gagne en temps? Je suis au deuxième point, je vais aborder le troisième point tout de suite. Il y a une difficulté, parce que ce qui est intéressant, c'est que le juge, le président du tribunal, le frère nigérien, il a été d'une perspicacité, j'allais dire plus ou moins objective quand même. Il a été quand même très brillant, pour une fois. Il faut le dire. Il dit, alors, dans l'argumentaire du bureau du procureur, ils ont évoqué deux points. Le premier point, c'est de dire que nous, bureau du procureur, on a demandé à la cour d'appel d'annuler le procès. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de procédure. Donc, proclamer l'annulation totale du procès 1. Deuxièmement, on a souhaité aussi que le procès soit remis entre les mains de madame la procureure pour qu'elle recommence tout à zéro. Bon. Et le juge, le président du tribunal lui demande, mais reprendre tout à zéro là, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, on aimerait qu'il soit mis en place une nouvelle chambre de première instance. C'est-à-dire que le juge qui note affiché avec les deux autres sont hors jeu, on n'a qu'à nommer de nouveau et puis on va recommencer à zéro. Et le juge et le président du tribunal reprend Paris, mais madame, est-ce que vous savez ce que vous dites? La procédure a commencé. Vous avez présenté tous vos arguments. Donc normalement, dans le cadre de l'appel, si nous on doit se prononcer, ce n'est pas pour qu'on puisse recommencer à zéro. Et surtout, ce n'est pas pour que vous puissiez envoyer de nouveaux arguments. En réalité, ce procès est terminé. On est en train de voir est-ce qu'on continue. Parce que la partie accusée n'avait pas encore présenté ses témoins. Si on veut continuer, voilà. Mais ne nous dites pas qu'on doit mettre en place une nouvelle chambre de première instance.
Mais c'est très technique. Mais c'est très intéressant. Donc, chers amis, le deuxième argument que je viens de vous présenter, c'est celui-là. Le bureau du procureur a dit clairement son intention et le juge lui a posé des questions pertinentes. Maintenant, voilà le troisième point qui est tout à fait à l'honneur et à l'avantage du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Le président du tribunal demande. Oui. J'ai à manger ici, on dit j'ai très bien parlé, donc on me réserve à manger. Oh, je suis trop gâté. Alors, il y a eu, pendant le procès, c'était intéressant, le juge président a dit, mais écoutez, face à cette situation, quelle est la solution que vous proposez au juste? Je veux connaître votre proposition. Et le bureau du procureur dit que non, on ne peut pas faire ce procès sans que les deux accusés ne soient présents. Alors là, ils sont rentrés dans un débat juridique. Et c'était intéressant pour nous autres qui sommes des spécialistes de la langue française. On était là à écouter, c'était très beau à voir. Et comme je suis là, je vais vous expliquer de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que le bureau du procureur a cité un article qui est l'article 63.1. Et cet article dit « L'accusé est présent à son procès ». Voilà ce que dit l'article. L'accusé est présent à son procès. Et le président lui dit « Oui, mais quand on dit l'accusé est présent à son procès, est-ce que ça veut dire que l'accusé est obligé d'être présent à son procès? Est-ce que ça veut dire que si l'accusé n'est pas là, le procès est interrompu? Et quand le président du tribunal pose ce genre de questions, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est vrai, nous voulons la présence des accusés lors de la suite du procès. Mais est-ce que c'est une condition sine qua non pour que le procès se poursuive? Si ce n'est pas une condition sine qua non, ça veut dire que le procès peut se poursuivre sans que les accusés ne soient présents. Et comme si cela ne suffisait pas, le président du tribunal lui-même, il donne des exemples. Il dit, bon, supposons qu'on a commencé un procès, et puis en cours de procédure, l'accusé a un malaise, ou bien il a été empêché, ou bien il n'est pas là. Est-ce qu'on arrête le procès, ou alors est-ce qu'on le continue? Et on le continue. Et à travers ces questions, on peut lire clairement que les juges sont agacés. Le juge est agacé. Parce qu'en droit, et ça ce sera dans la conclusion, donc je ne vais pas trop commenter là-dessus, parce que je sais qu'après moi, il y a quelques frères qui vont intervenir. Mes chers amis, ce troisième point, retenez-le. Quand un président du tribunal pose ce genre de questions, ça vous dit quoi? Ça vous dit que la présence des deux accusés n'est pas si indispensable que cela. Le président Laurent Gbagbo a trop payé avec le ministre Charles Blé Goudé. Ils peuvent très bien se retrouver dans leur pays et la procédure peut continuer. Et d'ailleurs, le président du tribunal rappelle que le 1er février, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé avaient pris un engagement. Ils avaient signé un papier pour dire qu'ils seraient présents lorsque leur procès va continuer en appel. Donc on ne voit pas de raison. Dernier argument, et j'en aurai fini. On a passé la parole à la représentante des victimes. Et la représentante des victimes, elle pensait enfoncer le président Laurent Gbagbo, mais vous allez voir comment elle l'a arrangé. Vous allez voir comment elle l'a arrangé. Elle prend la parole et elle dit, d'abord, je soutiens ce que dit le procureur. Là, on n'est pas surpris, c'est comme ça qu'elle a toujours fait. Parce qu'on sait que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont seuls contre deux procédures en réalité. À la fois le procureur et puis les victimes qu'eux-mêmes ils ont triées. Donc ça fait deux coups de boxe contre un seul coup. Bon, mais quand Blé et puis Gbagbo, ça cumule, ça fait mal. Hein? Oui, c'est là où on se défend bien aussi. Elle reprend. Monsieur le Président, si on les laisse, ils vont fuir. 2. Monsieur le Président, ils ont des réseaux. Elle ne fait que répéter ce que la procureure a dit. Maintenant, où elle va tout gâter? Elle dit, Monsieur le Président, je suis la représentante des victimes. Et quand les victimes sont venues à mes bureaux, vraiment, ils m'ont dit des choses. Et ça fait que vraiment, moi-même, je suis très inquiet. Ils disent que le président Laurent Gbagbo, là, si vous le laissez, il va aller à Abidjan, il va se présenter à des élections. Et quand il va gagner les élections, il va tout faire pour que la procédure que vous avez commencée là, elle n'aboutisse pas. Le président... Alors...
Et le président du tribunal reprend la parole pour lui dire, madame, est-ce que ce sont des craintes ou bien ce sont des arguments juridiques? Parce qu'elle a utilisé un terme juridique, elle dit que si le président Laurent Gbagbo retournait, il allait être encore très puissant et il va faire obstruction à la justice. C'est-à-dire qu'il va tout faire. Et puis elle a dit que le président Laurent Gbagbo et tout son bloc, on a tellement de puissance qu'on connaît toutes les victimes, on va les appeler pour que les victimes changent leur avis. Voilà des arguments absurdes, abjects qu'elle a présentés et à travers les questions du président du tribunal, on a compris qu'elle s'est ridiculisée. Jusqu'à un moment donné, elle était obligée de se justifier. Parce qu'en réalité, les arguments auxquels elle a fait appel, ce sont des arguments politiques. Ça n'a rien à voir avec du droit. En réalité, vous bloquez ces personnes-là, alors qu'elles sont acquittées, vous violez un principe de droit. Et mes chers amis, j'ai évoqué ces 4 points. Mais dans la conclusion, en tant que militant des droits de l'homme, je voudrais vous dire ceci. La liberté est sacrée. La liberté d'un être humain est sacrée. Et la liberté est un droit inaliénable. C'est un droit humain inaliénable. Lorsque vous prenez le texte qu'on appelle la Bible des droits de l'homme, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un être humain, même quand il vient au monde, son droit le plus précieux, le plus naturel, c'est la liberté. Et c'est pour cela qu'en droit, on considère que l'emprisonnement ou les conditions, c'est une exception. Mais l'exception ne doit pas être la règle. La règle, c'est la liberté. En bloquant le président Laurent Gbagbo, c'est une violation de son droit inaliénable. C'est une violation des droits de l'homme. Et je m'en vais finir pour vous dire ceci. À la vérité, c'est une grosse injustice qu'on fait au président Laurent Gbagbo. Alors finalement, c'est quoi? On garde le monsieur parce que l'État de Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale estiment qu'ils ne sont pas capables, s'ils ont besoin de lui, de le prendre à Mama, de le prendre en Côte d'Ivoire pour l'envoyer à La Haye. Et comme ils ne sont pas capables de le faire, ils préfèrent violer ses droits. Chers amis, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai été long. Je suis désolé, mais c'était de mon devoir de vous expliquer. Parce que quand nous prenons les sacrifices, quand nous faisons des sacrifices pour venir à La Haye, abandonnant nos enfants, abandonnant nos familles, prenant des risques, de nuit, de transport et tout, personne ne nous a envoyés. C'est notre pays qui bouge en nous. Je voudrais vous saluer et vous rendre hommage pour tout ce que nous avons fait. Vive la Côte d'Ivoire! Vive la paix! Merci! Merci, merci. Veuillez descendre. C'est un génie. C'est un génie de Côte d'Ivoire qui est là. Merci, merci. Merci au professeur Boga Sako. Ouais, les gants du professeur. Le professeur, il est où? Le professeur Boga Sako, il est où? C'est un génie. Merci. Oh là là. En novembre 2019, sous la présidence du président Henri Konan Bédié, il a été mis sur place une coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix. Et cette coalition-là s'est déployée en Europe. Et nous sommes venus ici avec la représentation France, qui est conduite, et elle va vous lire un discours de soutien pour dire que les enfants de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire véritablement en train de se retrouver. Donc, l'avenir nous promet.
je vais appeler ici la camarade Djeneba Diarra-Souba, représentante du CDRP. Elle est présidente du RACI, elle est aussi membre du GPS et elle est vice-présidente du CDRP France. Camarade, tu as le micro. Merci. Ça va quoi? Voilà. Soulevez un peu, soulevez un peu. Voilà. C'est bon. Merci. Je vous remercie. Voilà, c'est bon. Chers compatriotes, je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui sont étonnées de me voir ici en tant que soroïste. C'est vrai que je parle en tant que porte-parole de la CDRP, dont le président ici présent, M. Jean-Paul Badi. Mais je suis soroïste, je suis la vice-présidente du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire que vous connaissez, le RACI. Je suis la coordinatrice de RACI France et je suis aussi la vice-présidente de la CDRP. Ils ont fait l'honneur à une femme de prendre la parole. Je vous remercie. Je ne serai pas choc comme le précédent. Vous savez, les professeurs, quand ils passent devant, ils cassent le rythme. Mais moi, ça sera un discours. Je vous remercie. Chers compatriotes, Ivoiriennes et Ivoiriens, chers frères et sœurs, fiers comme aujourd'hui, sans doute comme demain, nous retenons de la sagesse africaine de ne jamais rester indifférent quand le feu vient à prendre dans la maison du voisin. Excusez-moi, j'avais oublié quelque chose. C'est pourquoi, fort de cette sagesse universelle, notre pensée fraternelle et constante ne cessera en effet d'honorer d'un hommage fervent toutes celles et tous ceux qui ont souffert et sont tombés dans les luttes passées et actuelles afin de permettre à nos vaillants mouvements d'être à la force que vous savez. Salut à vous, chers camarades venus de toute l'Europe. Salut à vous en particulier, braves militantes et militants du FPI, qui, par votre action insalable, ne cessez de montrer votre attachement et votre fidélité au président Laurent Gbagbo. Et au-delà de lui, à la démocratie universelle. Salut à vous tous, honorables parlementaires et personnalités de marque qui, répondant à cet appel EDS FPI, avaient bien accepté de venir si nombreux à La Haye pour soutenir encore et toujours le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, pour exiger ici et maintenant leur libération totale et définitive, synonyme de leur retour immédiat chez eux à Gagnoua, chez eux à Soubré, chez eux à Katiola, chez eux partout, chez eux en Ferké, chez eux et chez nous en Côte d'Ivoire. Oui, chers camarades, chers frères et sœurs, Ivoiriennes et Ivoiriens, de tout horizon, au-delà de nos ethnies et de nos religions, épris de paix, ardents et fiers défenseurs
de la vraie démocratie, nous, membres de la CDRP, plateforme regroupant 17 partis politiques, dont le PDCI, le RACI, le CRI panafricain, COGEP, PIT, MFA, USD, LNC, RRN, MVCI, UPCI, RPPP, RPCI, SNC, PIP, PCRC, PEAC, AAPSDC. Nous sommes là, présents à vos côtés et aux côtés de EDS-FPI pour soutenir le noble et légitime combat que vous n'avez jamais cessé de mener afin d'obtenir ensemble la victoire de la démocratie sur la dictature, l'autocratie et la barbarie qui ont cours dans notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Mon pays est trop beau. L'ignoble et censé refus du retour légitime du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé dans leur propre pays. Les condamnations arbitraires et les enlèvements de citoyens, les dénis de justice récurrents, les emprisonnements illégaux d'honnêtes citoyens et élus, comme Honorable Soro Kaningui, président du RACI, Jacques Mangou, Alain Lebognon et j'en passe. Les contraintes à l'exil forcé de responsables politiques à tous bords, comme son Excellence Guillaume Kibafori Soro, comme Monsieur le maire Akosi Benjo, les saisies de biens opérées envers et contre tous, les poursuites contre des députés en violation de leur immunité parlementaire, les perquisitions opérées en toute illégalité, les disparitions et les séquestrations de citoyens. Pour le retour immédiat en Côte d'Ivoire du président Koudou Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, sans aucune autre condition, ici et maintenant. Vous savez, la CPI a été construite à La Haye, ce n'est pas un hasard. Depuis 1915, en avril 1915, ça fait 105 ans. Après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, après des études des experts, ils avaient trouvé que la femme était l'édifice de la paix. La femme avait une vision holistique de la paix. La femme était l'expert de la consolidation de la paix. La femme participait à l'édification de la paix. Donc nous voulons ici qu'aujourd'hui même, Dieu fasse miracle, que notre père, notre frère, notre fils, M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et notre frère, M. Charles Blé Goudé, rentrent avec nous en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin d'exil. Vive la Côte d'Ivoire, vive la plateforme EDS, vive la CDRP, vive le RACI et GPS, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.